Chapitre 2. La fonction d'un vieillissement. Définition. L'étude de la fonction d'un vieillissement est depuis longtemps l'un des principaux domaines de recherche de la théorie économique, mais aussi un terrain de vive controverse. Comment définir l'investissement? L'investissement est l'acquisition de biens de production d'une durée de vie supérieure à un an. Par exemple, l'achat de machines, les bâtiments, les matériels, le logement, les routes, les ponts, etc., destinés à accroître la production de biens et services dans le futur. En comptabilité nationale, deux types d'investissement sont retenus: la formation brute du capital fixe et la variation de stock. La formation brute du capital fixe, qu'on appelle FPCF, il y en a donc celle des entreprises, les sociétés, les entreprises individuelles, celle des administrations publiques et celle des ménages. C'est ce qu'on appelle bien sûr l'investissement en logement. Mais l'essentiel de la FPCF est réalisé par les entreprises. C'est pour cela que dans ce chapitre, nous nous intéresserons bien sûr à l'investissement des entreprises privées. L'investissement public sera intégré dans les dépenses publiques, ce que nous allons voir dans le cas du chapitre 3. Les types d'investissement. On distingue trois types d'investissement différents. Investissement de remplacement ou de renouvellement du capital usé ou jugé obsolète. L'investissement de capacité ou d'expansion a pour but d'augmenter la capacité de production des entreprises. Et enfin, l'investissement de modernisation ou de productivité, qui a pour but d'accroître la productivité en introduisant des équipements modernes et perfectionnés. Rôle. Les facteurs déterminants. L'investissement joue plusieurs rôles au sein de l'activité économique, ou dans le cadre de l'activité économique. En tant que composant de la demande globale, l'investissement est comme la consommation. Il peut soutenir l'activité économique. Investir, c'est exprimer une demande en biens de production. En tant que facteur de production, investir, c'est aussi augmenter la capacité de production du pays. Et en tant que facteur déterminant de la croissance économique, l'investissement est souvent considéré comme le moteur de la croissance économique car il permet un accroissement de la production de richesses. Lien entre l'investissement, rentabilité et le taux d'intérêt. La décision d'investissement est dépendante de la rentabilité de l'investissement et du taux d'intérêt. L'analyse de la décision d'investissement au plan macroéconomique permet en même temps d'établir une fonction d'investissement. Le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt est considéré comme ayant une seule et unique valeur, c'est-à-dire que le taux de créditeur, c'est-à-dire le coût de l'opportunité, est égal au taux débiteur, c'est-à-dire le coût d'emprunt. Pour investir, deux solutions se présentent à l'investisseur, soit par autofinancement, soit par emprunt. Le premier cas, l'investisseur possède ses propres fonds. Il compare donc ce que rapporte l'investissement et ce que rapporte un placement financier. Le deuxième cas, l'investisseur doit emprunter. Et dans ce cas, bien sûr, l'investisseur compare le coût de l'emprunt, c'est-à-dire le taux d'intérêt, au rendement de l'investissement. Une précision, un placement permet de transférer des fonds disponibles aujourd'hui dans le futur. Inversement, un emprunt rend disponible aujourd'hui des capitaux futurs. Ces transferts ne sont pas gratuits
et donne lieu à des intérêts. La rentabilité de l'investissement. Pour calculer sa rentabilité, l'investisseur ou l'entrepreneur doit pouvoir comparer ce que lui rapportera son investissement dans une année à ce qui lui coûte à la date où la décision d'investir doit être prise. La notion d'actualisation, donc une notion qui est intéressante et très importante. Actualiser au sens courant signifie rendre actuel, adapter à l'époque présente, mettre à jour. Actualiser, c'est donc évaluer les revenus futurs hors inflation à la date où la décision d'investir doit être prise. Par exemple, deux revenus identiques mais disponibles à des dates différentes ne sont pas équivalents pour les agents économiques. Arbitrage entre le présent et le futur. La préférence pour le présent. Donc, il y a toujours une préférence chez l'individu, une préférence pour le présent. C'est-à-dire que les agents économiques préfèrent généralement une satisfaction immédiate à une satisfaction à venir. Il s'agit, d'une autre façon, de la traduction mathématique de la règle ou du dicton « un tien vaut mieux que deux tu l'auras ». L'actualisation, c'est aussi l'opération inverse de la capitalisation à intérêt composé. Donc, c'est quoi la capitalisation? Un placement capitalisé, dit aussi à intérêt composé, est un placement où les intérêts produits sont cumulés au capital initial pour former un capital plus important d'année en année. Il existe deux types d'intérêts. L'intérêt simple, ou l'intérêt est dit simple lorsqu'il est proportionnel à la durée du prêt. Il y a également l'intérêt composé, où l'intérêt est dit composé si à la fin de chaque année, l'intérêt simple produit pendant l'année précédente est ajouté au capital. Cet intérêt produisant à son tour des intérêts. On dit alors que l'intérêt est capitalisé. L'opportunité d'investissement. Lorsqu'un investisseur étudie une opportunité d'investissement, il se trouve en présence d'une dépense à engager, d'une dépense d'investissement à engager, immédiatement pour l'acquisition de biens d'équipement ou de biens de production dont la durée de vie est de N années. Il se trouve également en présence de recettes nettes des dépenses d'exploitation, des impôts, donc des recettes nettes attendues résultant de la vente des produits obtenus grâce à l'investissement considéré. L'évaluation des projets d'investissement. Donc, l'évaluation d'un projet d'investissement nécessite, premièrement, la détermination des coûts de l'investissement et des avantages qu'il va générer dans le temps. Il nécessite également le choix du taux d'actualisation qui est important, car il reflète le risque inhérent au projet, suivi du calcul de la valeur actuelle des flux et leur comparaison. Enfin, l'évaluation d'un projet d'investissement nécessite également le choix de critères pour apprécier la pertinence d'un investissement. L'aval et le tri sont les plus utilisés parmi d'autres. Par exemple, à côté de l'aval et du tri, ce qu'on appelle la valeur actuelle nette ou le taux de rentabilité interne, il y a également d'autres critères comme le délai de récupération actualisé ou l'indice de profitabilité. Les méthodes d'évaluation. L'évaluation d'un projet permet à l'entreprise de prendre une décision. Quelle décision? Si le projet étudié est rentable, il est donc opportun de le réaliser.
Par contre, si l'entreprise hésite entre plusieurs projets, l'évaluation de chacun d'eux lui permet de repérer celui qui est le plus rentable. Dans une telle situation, on suppose que les projets sont indépendants, c'est-à-dire que l'acceptation de l'un n'a aucun effet sur la rentabilité de l'autre. Et donc, on suppose que les projets également sont mutuellement exclusifs, c'est-à-dire que l'acceptation de l'un entraîne automatiquement le rejet de l'autre. 3 informations sont indispensables. Le montant de l'investissement initial, ce qu'on appelle bien sûr I0, IO, la valeur du revenu attendu, RT, et le taux d'actualisation, c'est-à-dire le taux d'intérêt, I. En matière des règles de choix d'investissement, les projets à entreprendre sont les projets dont la valeur actuelle nette est positive. Et c'est la première règle. Ou dont le prix soit supérieur au coût d'opportunité du capital. C'est la deuxième règle. Donc le coût d'opportunité, bien sûr, il correspond au taux d'intérêt du marché financier ou du marché des capitaux. Donc, concernant cette deuxième règle, l'investisseur a besoin d'emprunter. Donc, dans ce cas-là, on parle d'un taux d'intérêt débiteur, c'est-à-dire le coût de l'emprunt, où l'investisseur a la possibilité de placer des fonds disponibles. Et dans ce cas-là, on parle d'un taux d'intérêt débiteur, créditeur, c'est-à-dire la rémunération de l'épargne. Dans ce dernier cas, en décidant de réaliser des projets rentables, l'investisseur renonce à placer les fonds qu'il possède sur le marché financier ou le marché des capitaux. Maintenant, nous allons voir le critère le plus important, c'est le critère de la valeur. Définition. Tous les flux financiers relatifs à un projet d'investissement doivent être actualisés par un taux d'actualisation I, ou coût d'opportunité du capital. Par définition, la valeur actuelle nette est égale à la somme des valeurs actuelles de tous les flux monétaires et financiers d'un projet d'investissement. La valeur d'un projet correspond donc à la différence entre la valeur actualisée du revenu attendu, RT, et les coûts du capital investi, IO bien sûr. La règle de décision. L'investisseur est toujours confronté à la question investir ou ne pas investir. Un investissement ne sera rentable que si la valeur des rendements qu'il procure est supérieure au coût de l'investissement. C'est-à-dire qu'il rapporte plus qu'il ne coûte. Si la valeur est supérieure à 0, donc la valeur est positive, le projet est rentable. Par contre, si la valeur est inférieure à 0, ça veut dire que la valeur est négative, le projet est non rentable. Et l'entrepreneur ou l'entreprise renonce à son projet. Les sommes des fonds disponibles seront mieux utilisées dans des placements extérieurs. Les formules du calcul de la valeur. Pour calculer la valeur, il faut d'abord déterminer les montants de l'investissement initial qui inclut toutes les charges relatives à la réalisation du projet et déterminer le montant du revenu net généré durant toute la durée de vie de l'investissement. Plusieurs formules ou expressions du calcul existent. Bien sûr, de la valeur existe, mais selon les cas. Est-ce que les revenus générés, est-ce qu'ils sont générés chaque année ou au bout de n années? Est-ce que les revenus sont constants ou variables? Est-ce que la valeur résiduelle est nulle ou positive? Ou est-ce que la durée de vie, est-ce qu'il est fini? Ou du projet, est-ce qu'il est fini ou infini? Le premier cas, le revenu est variable. Dans l'équation de la valeur du projet,
I, O représente la dépense initiale du projet d'investissement. RT, les revenus et les recettes nettes variables à percevoir chaque année sur une période de N années. Et I représente le taux d'actualisation ou le taux d'intérêt. Dans un premier temps, le calcul de la VA convertit tous les revenus nets à percevoir du projet en leur valeur actuelle au tout début du projet. La valeur actuelle du revenu 1, la valeur actuelle du revenu 2, jusqu'à la valeur actuelle du revenu 1. Puis, toutes les valeurs actuelles sont additionnées ensemble pour calculer la VA. Une précision. Par souci de simplicité, on évalue les flux monétaires du projet sur une base annuelle. Deux précisions. Donc, il y a ici deux précisions. La VA est calculée à partir du taux d'intérêt du marché financier, I. Le taux auquel l'investisseur peut emprunter ou prêter ou placer des fonds disponibles. La deuxième précision, c'est que la VA d'un projet est une fonction décroissante du taux d'actualisation retenu. Plus le taux d'actualisation est élevé, plus sont dépréciés les revenus futurs attendus de l'investissement et donc plus la VA du projet est faible. Deuxième cas, le revenu est constant. La seule différence avec le cas 1, avec l'expression 1, c'est que les recettes attendues sur la période considérée sont constantes, donc revenu constant. C'est-à-dire que le rendement annuel escompté de l'investissement sont identiques. R est égal à R1, est égal à R2, est égal à R1. Troisième cas, le revenu constant, mais une période infinie. Donc la principale différence avec les cas précédents, c'est que la durée de vie du projet d'investissement est infinie, ce qui donne une expression particulière de la vanne. Quand n tend vers l'infini, la vanne aura alors pour expression l'équation suivante. La vanne est égale à R, les recettes attendues, sur le taux d'actualisation, moins l'investissement initial. Le cas numéro 4. Une seule période. Le revenu n'est plus annuel. Le revenu n'est plus généré annuellement ou attendu chaque année pendant une année ou sur une année. Mais il s'agit d'un seul revenu ou une seule recette obtenue au bout d'une seule période. C'est-à-dire au bout de n années ou dans n années et non pas chaque année. La formule de la vanne dans ce quatrième cas est simple. La vanne est égale, ou il a pour expression, vanne égale R sur les recettes sur, ou le revenu attendu sur, 1 plus le taux d'intérêt, ou le taux d'actualisation, à la puissance n moins l'investissement initial. Valeur résiduelle. Tout capital investi à l'expiration de sa durée d'utilisation qui peut avoir une valeur marchande, résiduelle ou nulle, qui résulte soit de son utilisation à d'autres fins, soit de sa revente. Sa durée de vie économique est donc supérieure à sa durée de vie comptable. La valeur résiduelle sert ainsi à définir la valeur d'un bien lorsque sa période d'amortissement arrive à échéance. Elle est en ce sens un indicateur souvent utilisé par les entreprises pour tenter de connaître la valeur de leur équipement une fois ces derniers totalement amortis. La vanne avec présence de la valeur résiduelle. Donc tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ce sont des expressions de la vanne, mais sans la valeur résiduelle. Maintenant, nous allons voir les expressions de la vanne, mais avec la valeur résiduelle. Donc il suffit, donc l'opération est simple, il suffit de rajouter à la vanne sans valeur résiduelle, ajouter quoi? Ajouter
la valeur résiduelle actualisée, c'est-à-dire la valeur résiduelle sur 1 plus i à la puissance 1. Nous constatons que l'expression 3 de la 20 est toujours la même, avec ou sans valeur résiduelle. Illustration, donc un exemple. Nous avons donc un investissement initial, nous avons un revenu généré et nous avons une durée, bien sûr, et un taux d'actualisation. La valeur résiduelle était, dans ce cas-là est égale à 0. Donc le travail demandé à travers cet exemple, c'est de calculer la valeur du projet et de voir est-ce que le projet est rentable ou non. Nous allons faire appel donc à l'expression numéro 4 de la 20. Donc, un seul revenu attendu au bout de 6 ans. Le résultat, c'est que la 20 est positive et donc le projet est rentable. Maintenant, nous allons voir le deuxième critère le plus important, le tri. C'est-à-dire, le tri, c'est l'équivalent d'une 20 nulle, 20 qui est égale à 0. Définition. Le tri ou le seuil de rentabilité et le taux d'actualisation R qui annule la 20. Donc, ce taux est déterminé de telle sorte que la 20 soit égale à 0. En d'autres termes, au lieu de rechercher la valeur actuelle à l'aide d'un taux d'intérêt I externe à l'entreprise, fixé sur le marché financier, il est opportun ou il est préférable à l'entreprise de déterminer le tri qui égalise le coût du projet et valeur actualisée du revenu net généré. Une précision. Pour adopter un vocabulaire plus keynésien, le tri, c'est ce que l'auteur de la théorie générale, c'est-à-dire 15, nomme l'efficacité marginale du capital. Quel est le lien entre la valeur actuelle nette et le tri? Le tri correspond au taux d'actualisation pour lequel la 20 coupe max des abscisses. Donc il faut voir, donc il suffit de voir le graphique. On voit très nettement apparaître sur le schéma un taux critique, c'est-à-dire le taux pour lequel la 20 d'un projet est juste égal à 0. Ce taux indique que le taux d'intérêt au-dessus duquel l'emprunt n'est pas souhaitable. La représentation graphique montre que la 20 d'un projet est une fonction décroissante du taux d'actualisation retenu. Plus le taux d'actualisation est élevé, plus sont dépréciés les revenus attendus de l'investissement et donc plus la 20 du projet est faible. Les règles de décision. La décision d'investissement est prise en comparaison le tri, c'est-à-dire le petit r, au taux d'intérêt du marché financier I, c'est-à-dire le coût de l'emprunt. Si le taux d'intérêt est inférieur au tri, ça veut dire que la 20 est positive. Donc le projet d'investissement est rentable. Par contre, si le taux d'intérêt est supérieur au tri, c'est-à-dire que la 20 est négative, dans ce cas-là, le projet n'est pas rentable et l'investissement est rejeté. Les formules du calcul du tri. C'est le même principe, d'accord? Concernant bien sûr les formules du calcul de la 20. Pour calculer le tri, il faut d'abord déterminer les montants de l'investissement initial qui inclut toutes les charges relatives à la réalisation du projet. Et déterminer également les montants du revenu net généré durant toute la durée de vie de l'investissement. Plusieurs formules ou expressions du calcul du tri selon les situations. Donc il y a plusieurs expressions, bien sûr, selon les situations, selon les cas. Est-ce que le revenu est généré chaque année? Est-ce qu'ils sont générés chaque année ou au bout de 1 année? Est-ce que le revenu généré sont constants ou variables? Est-ce qu'il y a une valeur résiduelle nulle ou est-ce qu'il est positif? Est-ce que la durée de vie du projet, est-ce qu'il est fini ou infini? Le premier cas, le revenu variable.
Donc, c'est le même, disons, ce qu'on a vu à propos de la 20. Donc, le tri et l'autodactylisation R qui rend la valeur présente du revenu net annuel engendré par la dépense initiale d'investissement sur une durée de N années égale au montant de cette dernière. Donc, le tri, c'est l'autodactylisation pour lequel la valeur est égale à 0. Donc, on voit la formule clairement, donc elle est présentée devant vous. Deuxième cas, le revenu est constant. Le tri dans ce cas-là, il correspond au taux d'actualisation qui rend la valeur présente du revenu net annuel constant engendré par la dépense initiale d'investissement sur une durée de N années égale au montant de cette dernière. Donc nous avons une deuxième formule qui correspond à ce deuxième cas. Donc c'est toujours le tri, c'est le taux d'actualisation, il correspond à toute position pour laquelle la vanne est égale à 0. Donc vous avez devant vous la formule, elle est claire. Maintenant, le troisième cas, le revenu il est constant, mais avec une durée de vie qui est infinie. Donc toujours le tri il est égal au taux, il correspond au taux d'actualisation qui rend la valeur présente du revenu net annuel constant engendré par la dépense initiale d'investissement sur une durée infinie d'années égale au montant de cette dernière. La formule ou l'expression est la suivante. Donc, toujours le tri, il correspond au taux d'actualisation pour lequel la valeur est égale à 0. Donc, la formule, elle est simple. Donc, nous avons le taux de rentabilité, le tri, petit r, est égal au revenu engendré sur l'investissement initial. Le quatrième cas, le cas d'une seule période. Donc, le revenu n'est plus annuel ou généré annuellement, mais il s'agit d'un seul revenu ou une seule recette obtenue au bout d'une seule période, c'est-à-dire au bout de M années, ou dans M années, et non pas chaque année. La formule donc, est la suivante. La vanne est égale à 0, ça veut dire que le tri correspond au taux d'actualisation R pour lequel la vanne est égale à 0. Donc R, la vanne est égale à 0, ça veut dire que les recettes sur 1 plus R à la puissance n moins l'investissement initial est égal à 0. Maintenant, nous allons voir les expressions du tri, mais maintenant avec l'existence d'une valeur résiduelle. Donc, il suffit toujours, donc l'opération est simple, il suffit de rajouter, d'accord, au tri sans valeur résiduelle, donc il suffit d'ajouter la valeur résiduelle actualisée, c'est-à-dire valeur résiduelle sur 1 plus R à la puissance n. Nous constatons également que l'expression 3 du tri est toujours la même, donc il est toujours la même expression avec ou sans valeur résiduelle. Le tri par interpolation linéaire. Les revenus générés sont une fonction décroissante du taux d'actualisation, I. On suppose par itération ou par répétition que le taux d'actualisation et le taux d'intérêt, I. Exemple 2%. On obtient donc une vanne 1 qui est supérieure à 0, une vanne qui est positive. Prenons I2, un deuxième taux d'intérêt 2. Ou un deuxième taux d'actualisation de, par exemple, 12%, avec une condition, il faut que le deuxième taux soit supérieur au premier. Donc, I2 est supérieur à I1, c'est-à-dire 12% est supérieur à 2%. On obtient donc une vanne, bien sûr, 2 qui est inférieure à 0, c'est-à-dire négative. Donc, le tri pour lequel la vanne est égale à 0 est compris entre un taux minimal avec une vanne négative et un taux supérieur à ce premier taux, mais avec une vanne qui est positive. Ça veut dire que, par exemple, le tri il se situe entre 2% et 12%. Donc, il se situe entre une vanne négative et une vanne qui est positive.
La méthode de l'interpolation linéaire nous donne donc l'expression suivante du tri. Donc nous avons plusieurs expressions. Donc l'équation finale, c'est que l'expression finale, c'est que le tri est égal à la vanne 1 sur la vanne 1 moins la vanne 2, le tout multiplié par le taux d'intérêt 2 moins le taux d'intérêt 1, d'accord, le tout plus le taux d'intérêt 1. Par interpolation linéaire, donc le tri correspond au taux minimum à partir duquel le projet devient rentable. Donc le tri est d'environ de R%. Donc on le voit à travers la représentation graphique. Reprenons l'exemple ci-dessus. Donc on suppose par approximation que le taux d'actualisation est I égale à 2%. On obtient donc une vanne 1 égale à plus à 1500, c'est-à-dire une vanne positive supérieure à 0. Prenons I2 égale à 12%. Donc on obtient une vanne 2 est égal à moins 500, donc inférieur à 0. Donc sûrement que le taux de rentabilité interne va se situer entre un taux d'intérêt de 2% et un taux d'intérêt de 12%. C'est-à-dire situé entre une vanne négative de moins 1500 et une vanne positive 1500. Donc entre une vanne de moins 500 et une vanne de 1500, donc il y a une vanne qui est égale à 0. Donc le tri est entre 2% et 12%, soit 9%. Et on obtient donc une vanne égale à 0. La décision d'investissement est prise en comparant le tri, dans ce cas-là, 9,5% au taux d'intérêt du marché financier, c'est-à-dire le taux I. Si le taux d'intérêt est inférieur à 9,5%, donc le projet est rentable, parce que dans ce cas-là, on va avoir une vanne qui est positive. Si le taux d'intérêt est supérieur à 9,5%, dans ce cas-là, on va avoir une vanne qui est négative, et bien sûr, le projet d'investissement n'est pas rentable. Investir ou ne pas investir, deux règles fondamentales. Donc pour conclure, on peut dire qu'il y a deux règles fondamentales pour répondre à la question investir ou ne pas investir. Bien sûr, en dépit de la simplicité du modèle présenté, de la vanne et du tri, présenté ci-dessus, nous disposons maintenant d'un outil puissant afin d'analyser une décision d'investissement. Donc nous avons ainsi identifié deux critères de décision, la vanne et le tri. Illustration à travers ce tableau-là. Donc nous avons plusieurs projets, A, B, C, D, E, F. Nous avons les tri correspondants, et nous avons les montants de l'investissement. Donc, il va y avoir des questions. Donc, la première question, classer les différents projets par tri décroissant. Donc, on voit ça clairement à travers le tableau. Donc, on a classé, donc nous avons classé par ordre décroissant, bien sûr, les projets, donc par ordre décroissant des tris. Nous avons également une deuxième question, comparer les tris au taux d'intérêt pour pouvoir prendre une décision. D'accord? Donc, comparer les tris au taux d'intérêt tel qu'il apparaît sur le marché financier et décider des projets à réaliser selon la règle le tri supérieur au taux d'intérêt. Donc, à travers l'exemple, si le taux d'intérêt est égal à 3%, donc il est inférieur au tri, d'accord? Donc, tous les projets sont rentables. Par contre, si le taux d'intérêt est égal à 21%, tous les projets ne sont pas rentables, donc aucun projet n'est rentable, parce que pour tous les projets, le taux d'intérêt, le taux du marché financier est supérieur, 21%, est supérieur à tous les tris de tous les projets. Dans une économie, plus le taux d'intérêt est élevé, et moins il y a d'investissements rentables. C'est-à-dire que il y a donc bien sûr moins d'investissements rentables, c'est-à-dire d'investissements dont la vanne est positive ou dont le tri est supérieur ou égal au taux d'intérêt. Donc voilà le principal lien qui existe entre le tri et le taux d'intérêt et les projets la réalisation ou la non-réalisation des projets d'investissement.
Formalisation. L'investissement est une fonction donc décroissante du taux d'intérêt. Donc, c'est normal. On voit ça clairement à travers la formule. Donc, nous avons l'investissement est égal à moins E, I, plus l'investissement initial. Avec I, le taux d'intérêt. Avec E, le coefficient de dépendance de l'investissement au taux d'intérêt. Donc, E est supérieur à 0. Nous avons I, l'investissement autonome exogène. Donc, on peut dire que le taux d'intérêt est le premier déterminant de l'investissement. Illustration à partir de l'exemple suivant. Donc, vous avez devant vous. Donc, soit une fonction d'investissement d'équation I est égale à 500 moins 100I. Donc, cette fonction d'investissement établit l'existence d'une relation négative entre le montant d'investissement et le niveau du taux d'intérêt. Le second déterminant de l'investissement est constitué par la demande de biens de consommation. Donc, ça concerne le principe qu'on appelle l'investissement induit ou le principe de l'accélérateur. Donc, l'instrument à la base de l'analyse de l'accélérateur, bien sûr, c'est ce second déterminant. Les premières formulations de la relation d'accélération datent du début du XXe siècle. Le processus d'accélération entre en jeu lorsqu'on aborde la question suivante. Quel lien, d'accord, de causalité s'établit entre les variations de la demande finale et les fluctuations de l'investissement induit? Donc, nous nous contentons dans cette section ou dans ce chapitre-là, en général, à la présentation du modèle de l'accélérateur simple. Le principe de l'accélérateur simple, donc c'est un cas simple. L'accélérateur décrit l'impact positif et plus que proportionnel d'un accroissement de la demande sur le taux d'investissement, bien sûr. L'investissement est proportionnel à l'amélioration de la demande et augmente donc avec l'accélération de celle-ci. Cela se traduit par la stabilité du coefficient du capital. L'élément déterminant de l'activité économique est donc la demande. Et si l'on veut relancer l'activité économique, il faut agir sur la demande. Formalisation. En cas de variation de la demande de biens de consommation, la variation de la demande d'investissement est plus importante. Une variation de la demande delta T se traduit par l'accroissement des capacités de production K. Le principe de l'accélérateur permet donc de déterminer le capital K nécessaire à une production quand on connaît le coefficient de capital petit v au bêta. C'est quoi le coefficient du capital? Donc, à propos du coefficient du capital, on distingue, à l'instar des proportions moyennes à consommer et proportions marginales à consommer, le coefficient moyen à consommer et le coefficient moyen du capital et le coefficient marginal du capital. Avec coefficient moyen du capital est égal au capital sur le revenu et coefficient marginal du capital est égal à la variation du capital sur la variation du revenu. Quelles sont les hypothèses du modèle? Donc, il y a plusieurs hypothèses. Donc, nous avons ici 7 hypothèses, d'accord? Donc, toutes les hypothèses sont très importantes, parmi lesquelles, donc, l'hypothèse 1, donc, on suppose que il y a la constance du coefficient du capital, donc, on suppose qu'il est toujours constant. On suppose également que l'accélérateur bêta ne se différencie pas du coefficient du capital. L'hypothèse 3, l'accélérateur s'applique à l'investissement net et non pas l'investissement de remplacement. L'accélérateur engendre un investissement induit. Il n'y a pas de capitaux oisifs. Il y a absence de décalage entre la variation de la demande et l'investissement induit. Bien sûr, l'hypothèse 7, on considère que la variation de la demande s'identifie ou il est équivalente à la variation de la quantité ou à la variation du revenu national. Dynamique de l'accélération expliquée à partir d'un exemple. Donc, une dynamique, ça veut dire l'évolution en valeur de la demande en biens de consommation. Donc, on voit que, à travers l'exemple, on suppose que dans la période 1, le taux d'utilisation des capacités de production est de 100%, et on suppose que le stock de capital est fixe, du capital fixe, est d'une valeur de 400. On suppose aussi que le coefficient du capital demeure identique à toutes les périodes, les biens d'équipement sont inusables, et on suppose également que la production s'adapte instantanément à la demande de la période. Puis, les questions. Donc, question 1, calculer
donc on vous demande de calculer le coefficient de capital. On demande, deuxième question, calculer l'investissement induit à chacune des périodes. Troisième question, comment commenter les résultats. Donc la réponse à la première question, donc ça concerne donc c'est le calcul du coefficient de capital. Donc dans ce cas-là, il est égal à 2. Deuxième question, le calcul de l'investissement induit à chacune des périodes. Donc on le voit clairement qu'à la période 2, la demande est de 220. L'entreprise désire répondre instantanément à cette augmentation de la demande, plus 20. Donc il a donc besoin d'un équipement d'une valeur de 440. 400 d'équipements provenant de la période antérieure, T1, et 40 d'équipements nouveaux. En procédant selon cette logique pour toutes les périodes suivantes, on obtient ce tableau qui résume la dynamique de l'accélération, dynamique de la demande et c'est de l'investissement. Le commentaire, donc la dynamique de l'accélération peut être illustrée par trois situations. La première situation, c'est la croissance de la demande, donc ça concerne les périodes 2, 3 et 4. La deuxième situation, ça concerne la stagnation de la demande, c'est la période 5. La troisième situation, ça concerne la baisse de la demande, c'est la période numéro 6. Quelles sont les limites du modèle de l'accélérateur 5? Donc, ça concerne bien sûr, ça touche, ça a un rapport avec la rigidité des hypothèses. Donc, parmi les limites, c'est que l'accroissement de la production ne nécessite pas toujours le recours à l'investissement. Deuxième limite, c'est que on suppose aussi qu'il n'y a pas de capital. Donc, dans ce modèle d'accélérateur simple, on suppose qu'il n'y a pas de capital inutilisé, donc il y a toujours le plein emploi, ce qui n'est pas toujours le cas. L'ajustement immédiat du capital à la production, donc c'est également une limite. Par contre, pour l'accélérateur flexible, d'accord, qui est un prolongement de l'accélérateur simple, cet ajustement qui est instantané est échelonné dans le temps, sans parler bien sûr d'autres limites. L'accélérateur flexible, donc nous allons voir ça rapidement, d'accord. Donc certains auteurs ont tenté d'assouplir, d'affiner, de corriger les rigidités du modèle de l'accélérateur simple pour le rendre plus réaliste. Donc, il propose quoi? Il propose le modèle de l'accélérateur flexible. Donc, ce dernier relativise donc le rôle de la demande dans la décision d'investir, c'est-à-dire que concrètement, toute augmentation de la demande n'entraînera pas un investissement. L'investissement s'adapte avec retard à la demande. Une synthèse. Donc, c'est quoi la fonction d'investissement? Donc, nous avons une fonction d'investissement qui tient compte de tous les éléments, d'accord? Des deux principaux éléments, le taux d'intérêt et le revenu, c'est-à-dire la demande nationale. Donc, on a une fonction d'investissement, une fonction qui est affine de type. L'investissement est fonction du revenu, d'accord? Et également fonction du taux d'intérêt. Par rapport au revenu, nous avons l'accélérateur, ça veut dire la relation est positive. Par rapport au taux d'intérêt, nous avons une relation qui est négative. La fonction, finalement, donc on aura une fonction d'investissement affine de type, d'accord, J multiplié par Y, plus l'investissement initial, avec I0, l'investissement autonome, d'accord, dépendant de variables exogènes au modèle comme le taux d'intérêt ou l'état de confiance des entrepreneurs.